9 juillet 2006, Berlin. Une finale de Coupe du Monde. Des millions de regards. Et puis, un geste. Un seul. Suffisant pour fissurer à jamais une image que l'on croyait indestructible. Zinedine Zidane. Le respect incarné. Le silence élégant. L'homme que la France regardait comme un modèle. Alors pourquoi ce coup de tête? Pourquoi à cet instant précis? Pourquoi ce mutisme après, quand le monde entier réclamait une explication? Était-ce une insulte, une limite franchie trop tard, ou une blessure plus ancienne, jamais refermée, qui a parlé à sa place? Ce soir-là, Zidane n'a pas seulement quitté un terrain. Il a laissé derrière lui une question que personne n'a jamais vraiment osé résoudre. Et si ce geste n'était pas une chute, mais le révélateur d'une douleur bien plus profonde? Avant d'être une icône mondiale, Zinedine Zidane a été un enfant discret, né à Marseille, dans une famille algérienne installée loin des projecteurs. Un appartement modeste à la Castellane. Des parents exigeants, attachés au respect, à la retenue, à la dignité. Chez les Zidane, on ne parlait pas fort, on ne s'exhibait pas, on encaissait. Cette éducation, souvent évoquée par ceux qui l'ont côtoyé, a façonné un homme qui préférait le silence aux déclarations, les gestes sur le terrain, aux mots devant les micros. Très tôt, le football devient un refuge. Un langage plus simple que les discours. Un espace où l'on peut s'exprimer sans se justifier. Zidane apprend à contrôler le ballon, mais aussi ses émotions. En public, il apparaît calme, presque distant. Les journalistes le décrivent comme poli, respectueux, parfois fermé. Mais derrière cette façade, selon plusieurs témoignages de l'époque, se cache une sensibilité extrême, une fierté héritée d'une histoire familiale marquée par l'exil, le regard des autres, et la nécessité constante de prouver sa valeur sans jamais se plaindre. Quand sa carrière décolle, le contraste est saisissant. Cannes, Bordeaux, puis la Juventus. Chaque étape l'éloigne de son quartier, mais jamais de ses principes. Il parle peu, il évite les polémiques. Dans un football déjà saturé d'ego, Zidane se distingue par son effacement. Et c'est précisément ce silence qui fascine. On projette sur lui une image presque irréelle. Celle d'un homme parfait. Trop parfait, peut-être. L'été 1998 transforme cette image en mythe. La France gagne, Zidane marque. Le pays se reconnaît en lui. Enfant d'immigrés devenu héros national. À partir de là, tout change. Zidane n'est plus seulement un joueur, il devient un symbole. Un modèle social, un point d'équilibre fragile entre intégration, réussite et respect. Chaque geste est observé, chaque mot est attendu, et chaque silence est interprété. Mais plus l'icône grandit, plus l'homme se rétrécit. Ceux qui le connaissent parlent d'un poids invisible, celui de ne jamais décevoir, de ne jamais sortir du cadre, de rester, coûte que coûte, à la hauteur de ce que les autres ont décidé qu'il devait être. Zidane accepte ce rôle sans jamais vraiment l'endosser. Il ne revendique rien. Il ne se défend pas. Il avance. En coulisses, sa vie est strictement protégée. Une épouse, des enfants, une routine presque austère pour un homme aussi célèbre. Pas de scandale, pas d'excès public. Ce contrôle permanent renforce l'idée d'un personnage sans faille. Mais selon plusieurs proches interrogés par la presse française au fil des années, cette maîtrise n'est pas synonyme de sérénité. Elle serait plutôt une armure. Une manière d'empêcher le monde d'entrer trop loin. Car Zidane n'a jamais aimé parler de lui. Encore moins de ce qu'il ressent. Lorsqu'il évoque sa famille, c'est toujours avec pudeur. Lorsqu'il parle de ses origines, il le fait sans revendication. Et lorsqu'il est attaqué, critiqué ou provoqué, il se tait. Ce silence, longtemps perçu comme une force, devient progressivement une zone d'ombre. Que se passe-t-il quand on accumule sans jamais relâcher? À l'approche de 2006, Zidane est déjà une légende vivante. Il annonce sa retraite. La Coupe du Monde doit être sa sortie parfaite.
Une dernière danse. Un dernier rôle à jouer. La presse parle d'adieu majestueux, d'un scénario idéal. Mais derrière cette narration collective, l'homme approche de la fin avec une tension que peu perçoivent. Selon certains témoignages publiés après coup, Zidane vivrait ce tournoi avec une intensité presque douloureuse. Comme si chaque match réveillait tout ce qu'il avait toujours contenu. La finale arrive. Le décor est planté. Le monde attend une conclusion parfaite. Mais le football, comme la vie, ne respecte pas toujours les scénarios, et parfois, un mot, une provocation, un rappel brutal de quelque chose de plus ancien suffit à faire craquer l'armure. Ce que Zidane portait en lui ce soir-là ne s'est pas construit en 90 minutes. C'est le résultat d'années de retenue, de pression, d'attentes démesurées. Et peut-être aussi d'une question jamais formulée à voix haute. Que reste-t-il de l'homme quand le symbole n'a plus le droit de faillir? À la veille de cet instant qui allait tout changer, personne ne se demandait ce que Zidane ressentait vraiment. Tout le monde regardait ce qu'il représentait. Et c'est précisément là que se cache la fissure. Une fissure discrète, silencieuse, mais prête à s'ouvrir au pire moment. Avant que le monde ne retienne un geste, il y a eu une trajectoire presque irréprochable. Une ascension lente, maîtrisée, construite sur le talent, mais surtout sur la constance. Zinedine Zidane n'a jamais été un joueur spectaculaire au sens classique. Il n'était pas le plus rapide, ni le plus bavard. Mais sur un terrain, tout semblait s'organiser autour de lui. Le jeu respirait à son rythme. Et cette autorité silencieuse est devenue sa signature. À la Juventus, puis au Real Madrid, Zidane incarne une forme de noblesse footballistique. Chaque contrôle de balle est une promesse. Chaque passe, une déclaration d'intelligence. En 2001, le Ballon d'Or vient consacrer cette image. Le monde du football ne célèbre pas seulement un joueur exceptionnel, mais un comportement, une manière d'être. Zidane devient l'exemple que l'on montre aux jeunes. Le talent sans arrogance, la réussite sans provocation. Avec l'équipe de France, cette dimension prend une ampleur encore plus symbolique. 1998 n'est pas seulement une victoire sportive, c'est un moment fondateur. Zidane, fils d'immigrés, devient le visage d'une France qui se rêve unie. Les médias parlent d'intégration réussie, les politiques s'approprient son image. Mais lui ne dit rien. Il sourit à peine. Il marque, puis il se retire, comme toujours. Ce silence contribue à renforcer le mythe. Plus Zidane parle peu, plus on parle à sa place. On lui prête des pensées, des intentions, des valeurs. Il devient une figure presque abstraite, une référence morale. Et cette idéalisation a un prix. Car une icône n'a pas droit à l'erreur. Une icône ne doute pas. Une icône ne craque pas. Au début des années 2000, Zidane est partout. Publicité, affiches, documentaires. Mais paradoxalement, plus son image est exposée, plus l'homme réel disparaît. Il s'efface derrière une projection collective. Selon plusieurs journalistes sportifs de l'époque, Zidane ressentirait une forme de malaise face à cette surexposition. Il accepte les obligations, mais refuse la mise en scène de sa vie privée. Il protège sa famille avec une rigueur presque obsessionnelle. Cette période est pourtant celle de la plénitude sportive, le Real Madrid des Galacticos, les soirées européennes, les buts décisifs, le geste parfait en finale de Ligue des Champions. Zidane semble au sommet de son art. Et pourtant, certains observateurs notent déjà des signes de fatigue. Des cartons rouges, des réactions parfois disproportionnées, des éclats rares mais révélateurs. Comme si, par moments, la maîtrise laissait place à quelque chose de plus brut. Ces incidents sont vite oubliés, excusés, minimisés. Parce que Zidane reste Zidane. Le respect prime. La légende protège l'homme. Chaque faute est interprétée comme une exception, jamais comme un symptôme. Et pourtant, ces moments dessinent une ligne invisible,
celle d'un homme qui lutte constamment contre ses propres limites émotionnelles. Lorsque Zidane annonce sa retraite internationale avant la Coupe du Monde 2006, le récit médiatique est clair. Ce sera la dernière page, le dernier acte, une sortie par la grande porte. La France attend un adieu majestueux, et Zidane, fidèle à lui-même, ne contredit pas cette narration. Il se prépare, il travaille, il se tait. Pendant le tournoi, il monte en puissance, lentement, comme s'il retenait quelque chose. Les matchs passent, les critiques aussi, puis viennent les performances décisives. Les regards changent, on recommence à parler de génie, de renaissance, de héros intemporels. À nouveau, le mythe prend le dessus. La demi-finale face au Portugal renforce cette impression. Zidane est partout, décisif, inspiré. Comme si le temps n'avait aucune prise sur lui, les commentateurs parlent de revanche sur l'âge, sur la fatigue, sur le destin, mais très peu s'interrogent sur la pression psychologique d'un tel moment, sur ce que signifie porter, une fois encore, les espoirs d'un pays entier. La finale approche. Berlin. Le monde entier regarde. Zidane marque. Un penalty audacieux, presque provocateur. Une panenka. Comme un défi lancé au destin. À cet instant, tout semble encore possible. La légende est intacte. L'adieu parfait est à portée de main. Mais ce sommet est fragile. Parce qu'il repose sur une attente irréaliste, celle que Zidane reste éternellement maître de lui-même. Que rien ne l'atteigne, que rien ne déborde. Or, plus on monte haut, plus la chute potentielle est violente. Ce que l'on appelle aujourd'hui la fin tragique n'est pas une rupture brutale avec le passé. C'est l'aboutissement d'un parcours où l'homme a trop souvent été réduit à une fonction. Génie, symbole, modèle, mais rarement interrogé dans sa complexité. À Berlin, Zidane n'est pas seulement un joueur en finale. Il est un homme chargé de toutes les projections possibles, de toutes les attentes, de tous les silences accumulés. Et quand l'armure craque, ce n'est pas l'icône qui tombe en premier. C'est l'être humain. Reste alors une question que personne n'a vraiment voulu poser à ce moment-là. Était-il possible que Zidane termine autrement? Ou le mythe, par sa perfection même, contenait-il déjà les germes de sa propre fracture? 9 juillet 2006, Berlin. La finale que le monde attendait comme un sacre se transforme en scène de stupeur. À la 110e minute, alors que les corps sont épuisés et que chaque souffle compte, Zinedine Zidane s'arrête. Il se retourne. Il avance. Et son front percute la poitrine de Marco Materazzi. L'arbitre expulse Zidane. Le capitaine quitte la pelouse. La France perd sa boussole. Et le match bascule définitivement. Ce geste, diffusé en boucle sur toutes les télévisions du monde, devient instantanément un scandale planétaire. Comment l'homme du respect, de la maîtrise, de la dignité, a-t-il pu commettre un tel acte lors de son dernier match? Les images parlent, mais elles ne racontent pas tout. Elles montrent un corps en mouvement. Elles ne montrent pas ce qui a été dit. Elles ne montrent pas ce qui a été touché. Très vite, les hypothèses se multiplient. Selon la presse italienne et française, Materazzi aurait proféré des insultes répétées. Certaines évoquent à la sœur de Zidane. D'autres parlent de propos racistes. D'autres encore suggèrent une simple provocation de terrain, banale dans un match à si haute tension. Rien n'est clair. Les versions divergent, les témoignages se contredisent. Et au centre de ce brouillard médiatique, Zidane ne parle presque pas. Dans les heures qui suivent à la finale, le monde attend une explication, une justification, une excuse. Mais Zidane se réfugie dans le silence. Lorsqu'il s'exprime, quelques jours plus tard, il le fait avec retenue. Il reconnaît le geste, il ne le nie pas. Mais il refuse d'entrer dans les détails. Selon ses déclarations, il y aurait eu des mots très graves, inacceptables, mais il ne les répète pas. Il protège.
Qui? Lui-même? Sa famille? Ou une limite qu'il ne veut pas voir franchie publiquement? Cette absence de détails alimente le scandale. Car dans une société médiatique avide de récits clairs, le silence devient suspect. Certains commentateurs y voient une esquive, d'autres, une forme de dignité. Mais pour beaucoup, ce mutisme crée un malaise. Pourquoi Zidane, habituellement si droit, refuse-t-il de dire toute la vérité? Que cache-t-il réellement? La FIFA ouvre une enquête disciplinaire. Les auditions ont lieu. Materazzi affirme avoir insulté Zidane, mais nie toute référence raciste. Zidane confirme la gravité des propos sans en préciser la nature. Le verdict tombe. Les deux joueurs sont sanctionnés. Administrativement, l'affaire est close. Humainement, elle ne l'est pas. Car ce scandale dépasse largement le cadre du football. Il touche à des thèmes brûlants, l'honneur, la provocation, les limites du respect, la responsabilité d'une icône. Zidane devient malgré lui le centre d'un débat mondial. Avait-il le droit de réagir ainsi? Un homme exemplaire peut-il se permettre de craquer? Ou justement, est-ce parce qu'il était considéré comme exemplaire que ce geste choque autant? Dans certains quartiers populaires, le geste est interprété différemment. Des voix s'élèvent pour défendre Zidane, pour expliquer que certaines insultes ne se pardonnent pas, que le silence a parfois plus de sens que les mots, que la dignité ne consiste pas toujours à encaisser. Cette lecture, moins relayée dans les médias dominants, révèle une fracture sociale. Zidane n'est plus seulement un joueur, il devient un miroir. Chacun y projette sa propre vision de l'honneur. Mais le scandale ne s'arrête pas au terrain. Dans les semaines qui suivent, Zidane disparaît presque totalement de l'espace public. Pas d'interviews longues, pas de tournée médiatique, pas de tentative de réhabilitation immédiate. Il choisit le retrait. Une décision qui surprend autant qu'elle intrigue. Est-ce un refus de se justifier? Une fatigue morale? Ou la conscience que toute parole serait instrumentalisée? Selon plusieurs journalistes français, cette période est vécue par Zidane comme un moment de profonde remise en question, non pas sur sa carrière, mais sur son image. Pour la première fois, le héros national est contesté. Certains éditorialistes parlent de tâches indélébiles, d'autres d'erreurs humaines. Le consensus n'existe pas. Et cette division nourrit encore davantage le mythe. Avec le temps, l'affaire Materazzi devient presque un symbole culturel. Œuvre d'art, documentaire, analyse psychologique. Le geste est disséqué sous tous les angles. Mais une chose reste constante. Zidane n'en dit jamais plus. Il maintient une ligne, il assume le geste, il ne révèle pas les mots, comme s'il avait décidé que certaines blessures n'étaient pas destinées à être exposées. Cette retenue interroge, car dans un monde où tout se raconte, où tout se vend, où chaque scandale devient une opportunité narrative, Zidane refuse le jeu. Il ne transforme pas sa chute en confession. Il ne monétise pas sa douleur. Il laisse une zone d'ombre. Et cette zone devient, paradoxalement, le cœur du scandale. Car ce qui dérange le plus, ce n'est peut-être pas le coup de tête. C'est l'impossibilité de le classer, de le ranger dans une catégorie simple. Faute ou légitime défense, faiblesse ou humanité, geste honteux ou acte de dignité. L'affaire Zidane échappe aux grilles habituelles. Et c'est précisément ce flou qui continue de hanter les mémoires. En refusant de tout dire, Zidane conserve le contrôle d'un récit que le monde voulait s'approprier. Mais ce choix a un coût. Il accepte que son dernier souvenir en bleu soit celui d'une expulsion. Il accepte que cette image le suive. Comme si cette blessure, justement, devait rester ouverte, visible, irrésolue. Car au fond, ce scandale pose une question plus large. Jusqu'où peut-on pousser un homme avant qu'il ne craque? Et surtout, pourquoi exige-t-on d'un symbole qu'il se comporte toujours comme tel,
même quand il est attaqué dans ce qu'il a de plus intime. À Berlin, Zidane n'a pas seulement perdu une finale, il a perdu le droit à la simplicité. Son geste est devenu un objet d'analyse perpétuelle. Et lui, fidèle à son éducation, a choisi de ne pas répondre, de ne pas expliquer, de ne pas se défendre comme on l'attendait. Mais cette stratégie du silence, si elle préserve sa dignité, laisse derrière elle un vide que les autres remplissent à sa place. Et dans ce vide, la blessure continue de saigner, lentement, sans jamais se refermer. Car si le football a tourné la page, la question, elle, reste entière. Que s'est-il réellement passé à cet instant précis? Et pourquoi, 20 ans plus tard, continuons-nous à chercher une réponse que Zidane n'a jamais voulu donner? Après Berlin, le silence devient plus lourd que le scandale lui-même, Zinedine. Zidane ne disparaît pas, mais il se retire. Il se tient à distance du tumulte, comme s'il avait compris que toute parole prolongerait la blessure au lieu de la refermer. Pour l'opinion publique, l'histoire semble figée. Une image, un geste, une expulsion. Mais pour l'homme, les conséquences s'installent ailleurs, plus profondément, dans une zone où les caméras n'entrent pas. La première conséquence est intime. Le regard des autres change. Pas de manière brutale, mais subtile. Les silences deviennent plus longs, les attentes plus ambiguës. Zidane, qui a toujours protégé sa vie privée avec une rigueur presque militaire, redouble de prudence. Il parle peu. Il choisit ses apparitions. Il refuse d'être réduit à un commentaire éternel sur un instant précis de sa vie. Selon plusieurs observateurs, ce choix n'est pas seulement stratégique, il serait aussi une manière de se préserver, car le poids du symbole ne s'efface pas avec la retraite. Bien au contraire. En quittant le terrain, Zidane emporte avec lui une question irrésolue qui le suit dans chaque nouvelle fonction. Consultant, ambassadeur, entraîneur plus tard, il reste l'homme de Berlin. Même quand il gagne à nouveau, même quand il prouve son intelligence tactique et son leadership, l'ombre demeure, comme si le monde refusait de lui accorder un droit à l'oubli. À cela s'ajoute une douleur plus silencieuse encore, celle de la famille. Zidane a toujours affirmé que sa priorité restait les siens. Ses enfants grandissent sous un nom devenu immense. Chaque match, chaque choix de carrière, chaque échec éventuel est scruté à travers le prisme du père. Pour eux, Berlin n'est pas un débat abstrait. C'est une image qui revient sans cesse, une référence que l'on évoque parfois à demi-mot, parfois frontalement. Comment se construire quand l'héritage est à la fois glorieux et encombrant? Selon des témoignages recueillis par la presse espagnole et française, Zidane serait particulièrement attentif à cette dimension. Il veille à ce que ses fils ne soient pas écrasés par son passé. Il évite les comparaisons, il protège. Mais peut-on réellement protéger de ce que tout le monde sait déjà? Le nom Zidane ouvre des portes, mais il impose aussi un standard presque inatteignable. Puis il y a la perte, celle qui ne fait pas la une des journaux sportifs. La mort de son frère Farid, en 2019, frappe Zidane au cœur. Un choc familial profond, vécu loin des caméras. Peu de déclarations, peu d'images. Mais pour ceux qui observent attentivement, cette épreuve rappelle que derrière l'icône se trouve un homme confronté, comme tous les autres, à la fragilité des liens et à l'irréversibilité de certaines absences. Cette accumulation d'événements nourrit une mélancolie discrète. Zidane n'est pas un homme qui se plaint. Il n'expose pas sa souffrance, il la transforme. Dans son travail d'entraîneur, certains voient l'IP d'une manière de canaliser ce qui ne se dit pas. Une recherche de contrôle. Une obsession de la maîtrise collective peut être née du souvenir d'un instant où tout lui a échappé, car Berlin n'est jamais loin. Même quand il gagne 3 Ligues des champions consécutives, même quand il est célébré comme un stratège hors pair, le récit revient. Comme une cicatrice que le succès ne suffit pas à effacer. Et cette persistance pose une question troublante.
Peut-on réellement se libérer d'un moment qui a défini la perception publique d'une vie entière? Pour Zidane, la réponse semble être dans l'acceptation plutôt que dans la justification. Il ne cherche pas à réécrire l'histoire. Il ne demande pas l'absolution. Il avance. Mais avancer ne signifie pas oublier. La blessure est là. Elle ne saigne plus, mais elle marque. Elle rappelle que même les figures les plus respectées peuvent être brisées par une parole, une provocation, une seconde d'abandon. Cette biographie non officielle, faite de silence et de retrait, révèle une autre forme de tragédie, celle d'un homme qui a tout gagné, mais qui a perdu le contrôle du récit final de sa carrière de joueur. Celle d'un héros qui doit apprendre à vivre avec une image qu'il n'a jamais vraiment choisie. Et peut-être est-ce là la véritable conséquence du scandale. Non pas la sanction, non pas la controverse, mais l'impossibilité de clore l'histoire selon ses propres termes. Zidane n'a jamais eu l'adieu parfait que le monde lui promettait. Il a eu autre chose. Une sortie imparfaite, humaine, définitive. Reste alors une interrogation qui plane, silencieuse au-dessus de tout le reste. Peut-on demander à un homme de porter éternellement le poids d'un instant sans jamais lui offrir la possibilité de se raconter autrement? Avec le recul, l'histoire de Zinedine Zidane ne ressemble pas à celle d'une chute, mais à celle d'une fracture. Une ligne invisible qui traverse une carrière exceptionnelle et qui rappelle une vérité dérangeante. Même les figures les plus admirées restent vulnérables. La blessure dont il est question n'est pas seulement celle d'un soir de juillet à Berlin. Elle est plus ancienne, plus diffuse et surtout plus humaine. Zidane a incarné pendant des années une forme d'idéal collectif. Le talent sans arrogance, la réussite sans scandale, le respect comme valeur cardinale. Et c'est précisément pour cela que son geste a choqué. Non parce qu'il était violent, mais parce qu'il brisait une narration rassurante, celle d'un héros sans faille. Or, cette narration n'a jamais été la sienne. Elle a été construite autour de lui, parfois malgré lui. En refusant de livrer tous les détails, Zidane a pris une décision rare dans un monde saturé de confessions. Il a choisi de garder une part de lui hors du champ médiatique. Ce choix a été interprété de 1000 façons. Certains y ont vu une fuite, d'autres une leçon de dignité. Mais au fond, cette retenue pose une question essentielle. A-t-on le droit de garder le silence quand le monde exige des explications? La blessure qui ne s'est jamais refermée est peut-être là. Dans cette tension permanente entre ce que l'on attend d'un homme public et ce qu'il est prêt à donner. Zidane n'a jamais cherché à être un symbole politique, social ou moral. Il est devenu tout cela parce que les autres en avaient besoin. Et quand il a cessé, l'espace entre l'homme et l'icône est devenu insupportable. Avec le temps, l'image s'est nuancée. Le geste de Berlin est désormais analysé avec plus de recul. Certains y voient une réaction excessive, d'autres une limite franchie sous la pression. Mais rares sont ceux qui osent encore juger sans hésitation. Parce que l'affaire Zidane oblige à se regarder soi-même, à se demander comment nous aurions réagi, jusqu'où nous aurions tenu, et à quel moment nous aussi nous aurions craqué. Aujourd'hui, Zidane continue d'inspirer. Comme entraîneur, comme figure du football mondial, comme homme fidèle à ses principes, il gagne, il perd, il revient, il repart. Toujours avec la même discrétion, toujours avec cette distance qui protège autant qu'elle isole. Et peut-être est-ce là sa véritable réponse au scandale. Ne pas le nier, ne pas l'expliquer à l'excès, mais l'intégrer à un parcours plus vaste. La question demeure pourtant, peut-on vraiment tourner la page quand le dernier souvenir collectif est celui d'une expulsion? Peut-on accepter qu'une carrière entière soit résumée à une image, aussi forte soit-elle? Zidane, en vivant avec cette ambiguïté, semble dire que la réponse importe moins que la manière de continuer,
Son histoire nous rappelle que la célébrité n'efface pas la fragilité, qu'elle l'amplifie parfois, et que le respect, souvent invoqué comme une valeur abstraite, se mesure surtout dans la façon dont on traite ceux qui tombent. Zidane est tombé une fois, publiquement, définitivement. Mais il ne s'est jamais effondré. Alors, faut-il voir dans ce geste une faute impardonnable ou le signe d'une humanité longtemps contenue? Faut-il regretter l'adieu manqué ou accepter qu'il soit imparfait, comme la vie elle-même? Et surtout, sommes-nous prêts à reconnaître que même nos héros ont le droit à une blessure qui ne se referme pas? Zinedine Zidane n'a jamais demandé à être compris. Il a simplement continué à avancer, à sa manière, en silence. Et peut-être est-ce à nous, aujourd'hui, de décider ce que nous faisons de cette histoire, la juger, l'oublier, ou y voir un miroir de nos propres limites. Car au fond, la question n'est pas seulement celle de Zidane, elle est la nôtre. Jusqu'où exigeons-nous la perfection? Et que faisons-nous quand elle se brise sous nos yeux?